N'avez-vous jamais ressenti un malaise? Une vague suspicion que quelque chose cloche dans ce monde? Comme un objet qui réapparaît là où vous avez déjà cherché, ou une conversation qui fait étrangement écho à un rêve. Ces anomalies subtiles, ces pépins dans la réalité, hantent l'humanité depuis des siècles. Ils murmurent d'un monde au-delà de notre perception, un monde où la frontière entre le réel et la simulation s'estompe. Et si, au lieu d'un sol solide sous nos pieds, nous nous tenions sur des lignes de code complexes? Et si l'air que nous respirons n'était rien d'autre qu'une construction numérique? La question « Vivons-nous dans une simulation ?» n'est plus une simple réflexion philosophique. Elle gagne du terrain dans les milieux scientifiques, remettant en question notre compréhension même de l'existence. Des philosophes antiques, méditant sur la nature de la réalité aux scientifiques modernes, explorant les limites de l'informatique, l'idée d'un univers simulé a persisté. Elle rôde dans l'ombre de notre conscience collective, une possibilité inquiétante qui refuse d'être ignorée. Se pourrait-il que notre réalité, celle que nous chérissons tant, ne soit rien de plus qu'une illusion élaborée? L'attrait de l'hypothèse de la simulation réside dans sa capacité à expliquer l'inexplicable. Ces étranges coïncidences, les moments de déjà-vu, le sentiment étrange d'être observé, seraient-ce de simples bugs du système? Des glitches dans la matrice, comme certains pourraient dire. Le concept, autrefois relégué au domaine de la science-fiction, est maintenant un sujet de débat sérieux. Il nous force à affronter la vérité inconfortable. Notre perception de la réalité pourrait être fondamentalement erronée. Serions-nous des pions involontaires dans un jeu cosmique, nos vies scénarisées par un architecte invisible? La réponse, si elle existe, reste insaisissable, enveloppée dans le mystère même qu'elle cherche à percer. La quête pour comprendre notre place dans le cosmos nous a conduits sur des chemins étranges et sinueux. Mais aucun n'est peut-être aussi intrigant, aussi déconcertant que la possibilité que nous ne soyons que des marionnettes numériques dansant au bout des ficelles d'une réalité simulée. Ce n'est pas juste une expérience de pensée, c'est une remise en question de nos hypothèses les plus profondes sur la nature de l'existence. C'est un voyage au cœur de la matrice, une quête pour découvrir la vérité derrière l'illusion. Êtes-vous prêts à prendre la pilule rouge? Êtes-vous prêts à affronter la réalité, aussi troublante soit-elle, qui se cache derrière le voile de notre monde perçu? Le terrier du lapin vous attend, et il est plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. L'idée d'une réalité simulée n'est pas nouvelle. Elle résonne à travers l'histoire de la pensée humaine, de l'allégorie de la caverne de Platon au rêve du papillon de Zhuangzi. Mais c'est le film révolutionnaire des Wachowski, Matrix, qui a véritablement propulsé cette idée dans la conscience collective. Matrix n'était pas qu'un simple spectacle de science-fiction, c'était un phénomène culturel. Pourrions-nous, comme Néo, être piégés dans une prison numérique, ignorant la véritable nature de notre réalité? La pilule rouge, symbole d'éveil et de vérité, est devenue une métaphore puissante du désir de voir au-delà de l'illusion. Les échos de Matrix résonnent à travers notre paysage culturel actuel, façonnant notre compréhension de la technologie et de la réalité. L'idée d'un univers simulé n'est pas juste une fantaisie philosophique. C'est un sujet de discussion sérieux au sein de la communauté scientifique. L'une des voix les plus importantes dans cette discussion est Nick Bostrom, philosophe à l'Université d'Oxford. Son argument de la simulation, publié en 2003, présente un argumentaire convaincant pour la possibilité que nous vivions dans une réalité générée par ordinateur. Se pourrait-il que notre réalité apparemment solide ne soit rien d'autre que des lignes de code exécutées par une intelligence vastly supérieure? L'argument de Bostrom repose sur 3 propositions. Premièrement, que les civilisations post-humaines, si elles émergent, posséderont vraisemblablement une immense puissance de calcul. Deuxièmement, qu'au moins certaines de ces civilisations utiliseront cette puissance pour exécuter des simulations d'ancêtres. Et troisièmement, que si tel est le cas, le nombre de réalités simulées dépasserait largement la réalité de base unique. Par conséquent, statistiquement parlant, il est plus probable que nous vivions dans une simulation que dans l'univers original. Il ne prétend pas savoir si nous sommes dans une simulation ou non. Il présente simplement la probabilité statistique, étant donné certaines hypothèses sur le progrès technologique et les motivations des civilisations futures. Il soulève des questions fondamentales sur la nature de la réalité, de la conscience et de l'avenir de notre espèce.
l'idée d'un univers construit sur du code résonne avec notre monde de plus en plus numérique. Nous vivons à une époque où l'information est numérisée, où les réalités virtuelles deviennent de plus en plus immersives et où l'intelligence artificielle commence à imiter la pensée humaine. Ce flou entre le physique et le numérique rend l'hypothèse de la simulation moins science-fictionnesque et davantage une éventualité. L'univers lui-même pourrait-il être le programme informatique ultime, fonctionnant sur un ordinateur central cosmique au-delà de notre compréhension? La physique quantique, avec ses lois étranges et contre-intuitives, confère davantage de crédibilité à l'idée de simulation. La nature discrète des phénomènes quantiques, l'idée que l'énergie et la matière existent en paquets quantifiés, suggère une structure sous-jacente fondamentale. Certains physiciens ont même émis l'hypothèse que cette structure pourrait être informationnelle, que l'univers, à la base, est fait de bits et non d'atomes. Cette hypothèse « it from bit », proposée par le physicien John Wheeler, suggère que l'information, et non la matière, est la brique fondamentale de la réalité. Le tissu même de l'espace-temps pourrait-il être tissé à partir de brins de code binaire? Si l'univers est bien une simulation, quelles sont les implications pour notre compréhension des lois de la physique? Ces lois pourraient-elles être simplement les règles de la simulation, les paramètres définis par les programmeurs? Cela ouvre la possibilité que les lois de la physique ne soient pas fondamentales, mais plutôt conditionnelles à la conception de la simulation. Pourrait-il y avoir d'autres simulations avec des lois différentes, des constantes différentes, des forces fondamentales différentes? Les possibilités sont aussi vastes et variées que les simulations elles-mêmes. Pourrions-nous un jour apprendre à manipuler le code de notre propre réalité, à plier les lois de la physique à notre volonté? L'idée d'un univers fondé sur du code remet en question nos notions traditionnelles de la réalité, mais elle offre également une nouvelle perspective sur notre place dans le cosmos. Si nous vivons effectivement dans une simulation, alors nous faisons partie d'un système plus vaste et plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. Cette prise de conscience, bien qu'humiliante, nous permet également d'explorer la nature de ce système, de rechercher les anomalies, les indices qui pourraient y révéler le code sous-jacent. Sommes-nous prêts à nous lancer dans cette quête, à percer les mystères d'un univers construit sur l'information? Si nous vivons dans une simulation, qui sont les architectes de cette réalité? Sont-ils des superviseurs bienveillants, prenant soin de leur création numérique? Ou sont-ils des programmeurs indifférents, menant des expériences sans se soucier des êtres simulés à l'intérieur? La question des motivations des simulateurs est peut-être l'aspect le plus intrigant et le plus troublant de l'hypothèse de la simulation. Notre existence même pourrait-elle être à la merci d'une intelligence supérieure dont les intentions restent inconnues? Certaines théories suggèrent que les simulateurs pourraient être nos propres descendants, des êtres post-humains ayant atteint la maîtrise technologique de la réalité elle-même. Ils pourraient exécuter des simulations d'ancêtres pour comprendre leur propre passé, explorer différentes voies évolutives ou simplement pour se divertir. L'idée que notre existence entière puisse être une forme de divertissement pour une espèce plus avancée est à la fois humiliante et inquiétante. Nos joies, nos peines, nos triomphes et nos échecs ne seraient-ils que des points de données dans un jeu cosmique? D'autres théories proposent que les simulateurs pourraient être entièrement extraterrestres, des êtres aux motivations et aux objectifs incompréhensibles. Peut-être nous étudient-ils, observent-ils notre comportement, ou nous utilisent-ils même comme sujets involontaires dans une grande expérience cosmique? Les possibilités sont infinies et l'absence de preuves concrètes laisse libre cours à notre imagination. Pourrions-nous participer sans le savoir à un projet de recherche intergalactique, chacun de nos mouvements scrutés par des observateurs invisibles? La question des motivations des simulateurs touche à des questions fondamentales sur la nature de la conscience, du libre arbitre et du sens de la vie. Si notre réalité est prédéterminée par du code, qu'advient-il de notre libre arbitre, de notre capacité à choisir notre propre voie? Le libre arbitre existe-t-il même dans un univers simulé? Ce sont des questions qui hantent les philosophes depuis des siècles, et l'hypothèse de la simulation ajoute une nouvelle couche de complexité au débat. Sommes-nous vraiment les maîtres de notre propre destin, ou ne sommes-nous que des marionnettes dansant au bout des ficelles d'un marionnettiste numérique? La réponse, si elle existe, reste insaisissable, cachée dans le tissu même de notre réalité simulée. Les implications philosophiques de l'hypothèse de la simulation sont aussi profondes que troublantes. René Descartes s'est demandé s'il existait un malin génie, un être puissant capable de nous tromper sur la nature même de la réalité.
Nos sens, nos pensées, nos perceptions même, pourraient-ils être manipulés par une force invisible? Les simulateurs modernes sont souvent envisagés comme des programmeurs informatiques avancés. Comment pouvons-nous être certains que nos expériences sont authentiques? Le démon, autrefois spéculation philosophique, prend désormais la forme de lignes de code. Nous sommes piégés dans les limites du programme, incapables d'accéder à la vraie nature de la réalité. Libératrice parce qu'elle nous met au défi de remettre en question tout ce que nous pensons savoir. La recherche de certitude de Descartes l'a conduit au célèbre adage « cogito ergo sum ». Si nos pensées elles-mêmes sont simulées, que signifie penser? Sommes-nous vraiment des individus pensants et sensibles ou ne sommes-nous que des algorithmes complexes? L'hypothèse de la simulation soulève des questions profondes sur la nature de la conscience. Si notre réalité est simulée, qu'en est-il de nos esprits, de nos pensées, de nos émotions? Sont-ils également des produits de la simulation ou existent-ils indépendamment? Une possibilité est que notre conscience soit entièrement simulée, un produit du même code qui génère le monde qui nous entoure. Nous sommes, en essence, des fantômes numériques habitant un monde numérique. Une autre possibilité est que notre conscience existe indépendamment de la simulation, connectée à une réalité plus large, au-delà du monde généré par ordinateur. La question des soi simulés touche à la nature même de l'identité. Le libre arbitre, pierre angulaire de l'expérience humaine, est un autre concept qui est examiné à la loupe dans le contexte de l'hypothèse de la simulation. Si notre réalité est prédéterminée par du code, qu'advient-il de notre capacité à choisir notre propre voie? Le libre arbitre existe-t-il dans un univers simulé ou n'est-il qu'une illusion? Si nos actions sont prédéterminées par le code de la simulation, alors nous sommes essentiellement des marionnettes, dansant sur l'air d'un script préécrit. Cependant, même dans une réalité simulée, il peut y avoir de la place pour un autre type de libre arbitre. Peut-être que le code de la simulation permet un certain degré d'aléatoire, un niveau d'imprévisibilité qui donne lieu à un véritable choix. La question du libre arbitre dans un univers simulé reste une énigme philosophique. L'hypothèse de la simulation, bien que captivante, fait face à de nombreuses critiques. L'un des arguments les plus courants contre elle est le fardeau de la preuve. Les partisans de l'argument de la simulation le présentent souvent comme une expérience de pensée, une possibilité philosophique plutôt qu'une théorie scientifiquement testable. Les critiques soutiennent que sans preuve concrète, l'hypothèse de la simulation reste purement spéculative, une idée fascinante mais finalement indémontrable. Pouvons-nous vraiment considérer l'hypothèse de la simulation comme une enquête scientifique sérieuse si elle est dépourvue du fondement empirique sur lequel se construit la connaissance scientifique? Le défi de prouver l'hypothèse de la simulation réside dans sa nature même. Un autre argument contre l'hypothèse de la simulation se concentre sur les limites de la computation. Créer une simulation aussi complexe et détaillée que notre univers nécessiterait une quantité inimaginable de puissance de calcul. Même avec les progrès exponentiels de la technologie informatique, il semble peu probable qu'une civilisation puisse jamais atteindre le niveau de puissance de traitement nécessaire pour simuler chaque particule, chaque interaction, chaque pensée et chaque émotion dans un univers aussi vaste que le nôtre. Les critiques soulignent l'échelle même de l'univers, les milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, et les innombrables particules interagissant au sein de chaque étoile. Simuler tout cela, jusqu'au niveau quantique, nécessiterait un ordinateur plus grand que l'univers lui-même. De plus, même si un ordinateur aussi puissant était possible, les besoins énergétiques pour faire fonctionner une telle simulation seraient astronomiques. La nature de la conscience présente un autre défi à l'hypothèse de la simulation. Alors que nous pouvons imaginer simuler des processus physiques, simuler l'expérience subjective, la sensation de ce que c'est que d'être reste un mystère. Un programme informatique, aussi complexe soit-il, peut-il vraiment reproduire la richesse et la profondeur de la conscience humaine, le sentiment de joie, de tristesse, d'amour et de perte? Les critiques soutiennent que la conscience est fondamentalement différente des processus physiques, qu'elle ne peut être réduite à un simple calcul.
Il souligne les qualités uniques de l'expérience subjective, les qualia de la conscience, comme preuve que la conscience est quelque chose de plus que le simple déclenchement de neurones dans le cerveau. Le problème difficile de la conscience pose un défi important à l'hypothèse de la simulation. Malgré les critiques et les défis, l'hypothèse de la simulation reste une idée puissante et stimulante. Elle nous force à confronter des questions fondamentales sur la nature de la réalité, de la conscience et de notre place dans le cosmos. Même si nous ne pouvons jamais prouver ou réfuter définitivement l'hypothèse de la simulation, le simple fait de la considérer élargit nos horizons intellectuels. L'hypothèse de la simulation nous encourage à embrasser l'inconnu, à reconnaître les limites de notre connaissance et l'immensité des mystères qui nous attendent encore. Elle nous rappelle que notre compréhension actuelle de la réalité n'est peut-être qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. La question de savoir si nous vivons dans une simulation est peut-être sans réponse, mais le voyage d'exploration est précieux en soi. Nous avons voyagé à travers le labyrinthe de l'hypothèse de la simulation, explorant les théories scientifiques et les arguments philosophiques. Nous avons plongé dans les profondeurs de la réalité virtuelle et contemplé la nature de la conscience. Mais comme un navire naviguant dans une mer d'incertitude, nous n'avons pas atteint de rivage définitif. La nature même d'une simulation parfaite pourrait-elle nous empêcher de savoir avec certitude si nous sommes à l'intérieur de l'une d'elles? Si nous vivons dans une simulation, toute preuve pourrait être simulée. Cette limitation fait de l'hypothèse de la simulation un casse-tête intellectuel unique. Sommes-nous destinés à errer dans ce désert simulé, à la recherche d'une vérité hors de notre portée? L'acte même de questionner notre réalité pourrait-il déverrouiller des niveaux de compréhension plus profonds? La poursuite de cette question pourrait conduire à des découvertes profondes qui remodèleront notre compréhension de la réalité. Même si nous ne pouvons pas prouver définitivement que nous vivons dans une simulation, les graines du doute, une fois plantées, sont difficiles à éradiquer. L'hypothèse de la simulation, comme un virus subtil, infecte notre perception de la réalité, projetant une ombre d'incertitude sur tout ce que nous vivons. Le monde qui nous entoure, autrefois solide et familier, prend désormais une qualité chatoyante, onirique. Le bruissement des feuilles, la chaleur du soleil, le rire d'un enfant, tout cela ne serait-il que de simples illusions, des simulations soigneusement conçues pour tromper nos sens? Les échos du doute résonnent à travers nos interactions avec le monde. Nous nous retrouvons à questionner la nature de nos relations, l'authenticité de nos émotions et le sens de nos expériences. Nos proches sont-ils vraiment réels ou ne sont-ils que des simulations sophistiquées, programmées pour susciter des réponses émotionnelles spécifiques? Notre sentiment d'identité, notre individualité, est-elle une véritable expression de notre être ou n'est-elle qu'un récit préprogrammé qui se déroule dans les limites de la simulation? Les questions, une fois posées, persistent à l'arrière-plan de notre conscience, modifiant subtilement la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. Le doute introduit par l'hypothèse de la simulation peut être à la fois déstabilisant et libérateur. Déstabilisant parce qu'il remet en question les fondements mêmes de notre système de croyances, et libérateur parce qu'il nous libère des contraintes de la pensée conventionnelle. Il ouvre un champ des possibles, un univers de réalité alternative, et nous invite à explorer les territoires inexplorés de l'esprit et du cosmos. L'acceptation du doute, l'acceptation de l'incertitude, pourrait-elle être une voie vers une compréhension plus profonde et plus nuancée de la réalité elle-même? L'hypothèse de la simulation, même sans preuve définitive, a le pouvoir de transformer notre relation à la réalité. Elle nous encourage à cultiver un sens de l'émerveillement, une curiosité pour la nature de l'existence et une volonté de remettre en question tout ce que nous pensons savoir. Elle nous rappelle que l'univers est plein de mystères et que la poursuite de ces mystères fait partie intégrante de ce que signifie être humain. Sommes-nous prêts à embrasser l'incertitude, à vivre avec les échos du doute et à explorer les infinies possibilités qui se cachent dans le paysage simulé de notre existence? Si nous acceptons la possibilité que nous vivions dans une simulation, quelles sont les implications pour notre compréhension de nous-mêmes? Cela diminue-t-il la valeur de nos expériences? Ou renforce-t-il notre appréciation de nos vies simulées? L'acceptation de nos moi simulés pourrait-elle être une voie vers une existence plus profonde? Nos pensées et émotions sont-elles moins réelles? Nos joies et nos peines, nos triomphes et nos échecs font partie de notre existence simulée.
La prise de conscience de notre simulation pourrait-elle nous conduire à une plus grande appréciation de chaque instant? Elle nous encourage à cultiver un sens de l'émerveillement et à explorer les limites de notre réalité perçue. Sommes-nous prêts à embrasser nos moi simulés et à vivre avec gratitude?